Chers internautes, bonjour. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Jean-Paul Guevara Avila. Bonjour, Votre Excellence. Bonjour. Alors, merci beaucoup de nous recevoir aujourd'hui pour cet entretien. Nous allons aborder donc la deuxième élection du président bolivien Evo Morales. Mais tout d'abord, je souhaiterais que vous nous racontiez comment s'est déroulée la première accession au pouvoir d'Evo Morales. C'est l'année 2005. C'est la première fois qu'on a gagné les élections. Ça a été un événement extraordinaire. C'est la première fois dans l'histoire de la Bolivie, de l'histoire démocratique de la Bolivie, plus de 180 années de vie républicaine, que quelqu'un a gagné avec plus de 50% de tout le vote. Ça a été quelque chose d'inespéré, absolument. Parce que toute la droite, il a pensé que même si Evo Morales peut gagner l'élection, il a ils ont pensé qu'il peut négocier le gouvernement d'après les élections, comme ça a passé dans toute l'histoire du gouvernement en Bolivie. Mais c'est la première fois que quelqu'un a gagné avec plus de 50%. C'est-à-dire, il n'a pas besoin d'un deuxième tour, il n'y a pas besoin de négociation dans le cadre de l'Assemblée populaire, de l'Assemblée nationale. Mm-hmm. Ça a été extraordinaire. Parce que, aussi, avec tout le soutien de tous les mouvements sociaux en Bolivie, ça a été le premier président aussi, le premier président indigène. Même si notre population, la plupart de la population, c'est indigène, c'est la première fois qu'on a un président indigène, d'extraction indigène, 100%. D'accord. Donc ça a été un changement dans l'histoire de la Bolivie, et je pense que ça a été le début de tout ce processus révolutionnaire qui a changé la Bolivie. On peut parler de la Bolivie avant le président Evo Morales et une autre Bolivie après. Mm-hmm. Très bien. Alors, l'élection d'Evo Morales, la première élection, c'est également le fruit du travail d'un collectif de mouvement qui s'appelle le MAS, qui a travaillé pendant 10 ans. Vous m'arrêtez si je me trompe. Et donc, ce qui est historique, donc, bien sûr, c'est l'élection d'Evo Morales, mais c'est également la constitution qui a été adoptée en 2009 par la Bolivie. Mm-hmm. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de cette constitution et ce qu'elle a d'historique et de nouveau? Oui. Oui, le nom des partis, c'est MAS, MAS ISP. Mais le MAS, ce n'est pas un parti en stricto sensu, on pourrait, ou dans ce strict. C'est plutôt une coalition de tous les mouvements sociaux, le plus fort, le mouvement indigène paysan, ils ont décidé de faire son propre instrument politique. Après la campagne de 500 années qui a passé en 1992, c'est tout le monde indigène qui ont décidé de faire son propre instrument politique. Parce qu'ils ont dit, ok, après 500 années, ça c'est dans les cosmogonies, la cosmovision indigène, c'est le nouveau Pachacuti. Pachacuti, c'est-à-dire, c'est un nouveau temps, c'est le temps des changements, de réversement de toutes les choses dans le monde. Donc, après 500 années, ils ont dit, ok, ils ont décidé de faire son propre instrument politique. Et dans tout un processus très particulier, comme vous avez bien dit, c'est l'an 1995 que le MAS est né comme parti politique. Mais à l'intérieur, il continue de... C'est ce moment aussi, c'est toute la coalition de mouvements sociaux. Mm-hmm. Et c'est comme ça qu'on a gagné les élections. D'accord. Il y a trois choses très importantes pour gagner l'élection de 2005. Trois propositions du président Morales. La première a été
la nationalisation des gaz et de toutes les ressources naturelles qui ont été privatisées dans le cadre de toute la politique néolibérale des 180-90 en Bolivie. Et l'autre promet a été l'Assemblée constituante. Parce qu'on a commencé, et il a dit très clairement, il a dit on va commencer cette révolution démocratique culturelle. Mais c'est une révolution, c'est vrai, mais c'est une révolution démocratique. Donc, pour faire le changement social, on a besoin de changer les règles. Dans les années 80, les années 60, 70, dans toute l'Amérique latine, il a l'expérience des révolutions, des processus plutôt violents avec les armes en main. Mais on a commencé en 2005 cette révolution démocratique culturelle. Donc on a besoin de changer toutes les règles, les règles, les lois. Donc on a fait une assemblée constituante. Le premier résultat de cette assemblée, c'était l'élection de l'assemblée, c'était très démocratique. Dans la même assemblée, ils ont participé les personnes qui sont en personne de l'opposition, du gouvernement maintenant. C'est les personnes plus riches de la Bolivie, s'appellent Doria Medina. Mais aussi les femmes paysannes indigènes les plus pauvres, il était aussi dans la même assemblée, avec les mêmes droits. Donc c'était très démocratique parce qu'on a essayé toutes les règles, les règles pour permettre la participation de l'opposition. On a gagné les élections de l'Assemblée constituante avec plus de 60%, mais comme on a arrangé tout le processus, les masses n'ont pas toute la totalité de l'Assemblée constituante. Bien sûr. Et le premier résultat a été de construire l'État plurinational. Parce qu'on dit qu'avant, la République bolivienne était plutôt en copie de toutes les républiques européennes. C'est en copie de toute cette idée de l'État-nation qui ne représente pas ce qui se passe en Bolivie. Parce que la faiblesse de l'État-nation, c'est que l'État-nation, l'État moderne, c'est très difficile pour l'État moderne de gérer la diversité. C'est pour ça qu'il va chercher la homogénéisation de toute la société, l'homogénéisation de la langue, l'homogénéisation de la culture, de l'économie. C'est l'économie des marchés qui va prendre tout le développement de la société. Donc, c'est pour ça que en Bolivie, ça ne pouvait pas fonctionner. Ça n'a pas la solution. Donc, on a essayé une autre chose que c'est une invention, bien sûr, mais l'État-nation, c'est une invention aussi. Donc, on commence à travailler sur la construction d'État plurinational. Et on a reconnu 36 langues officielles, 36 cultures, 36 nationalités dans les territoires boliviens. D'accord. Alors, je me permets de lire un petit extrait de la nouvelle constitution. Donc, la Bolivie est un État fondé sur le respect et l'égalité, ainsi que sur les principes de souveraineté, de dignité, de complémentarité, de solidarité, d'harmonie et d'équité dans la distribution et la redistribution du produit social, dans lequel prévaut la recherche du vivre bien, qui tient compte de la pluralité économique, sociale, juridique, politique et culturelle de ses habitants et favorise la vie en commun et l'accès à l'eau, au travail, à l'éducation, à la santé, à un logement pour tous. Nous laissons derrière nous l'État colonial, républicain et néolibéral. Nous assumons le défi historique de construire collectivement un État unitaire social de droit plurinational, comme vous venez de le dire, communautaire, dont l'objectif est de construire une Bolivie démocratique, productive, porteuse et créatrice de paix, engagée dans le développement intégral et la libre détermination des peuples. Bon, c'est quelque chose qui fait rêver un petit peu en France. Hein. C'est vrai que
vous avez été, on ne sait pas mais c'est vrai qu'au Cercle des volontaires, nous apprécions beaucoup les présidents comme Feu Hugo Chavez ou Evo Morales, parce que c'est vrai qu'ils apportent vraiment un souffle nouveau à la politique, dont on a beaucoup besoin. Alors je vais parler maintenant de... donc effectivement, je vous rencontre aujourd'hui suite à la deuxième élection d'Evo Morales cette année, il y a quelques semaines. Est-ce que vous pourriez nous raconter comment ça s'est passé? Est-ce que c'était simplement une formalité ou est-ce qu'il y a eu une vraie campagne avec beaucoup de questions de fond? C'est la troisième fois, la troisième élection présidentielle que le président Morales a gagné. Mais c'est le deuxième mandat. Parce que dans l'ancienne constitution, on a commencé en 2006, et le mandat c'est pour 5 années. Mais en 2009, on a terminé la nouvelle constitution. Et c'est pour ça que dans le début de 2010, on a commencé le nouveau État plurinational. D'accord. Donc, on a coupé le mandat du président Morales dans la troisième année pour faire une nouvelle élection pour le premier mandat dans l'État plurinational. Et dans la nouvelle constitution, c'est possible du mandat continu. L'élection, c'est possible de faire la réélection en fois. C'est pour ça qu'on a commencé le premier gouvernement de l'État plurinational d'Evo Morales a commencé en 2010 et c'est la deuxième élection, c'est vrai, dans les nouvelles constitutions. D'accord, j'ai compris. Dans ce cas, a été un défi, un vrai challenge pour le gouvernement parce que l'opposition, il y a 4 candidats de l'opposition. C'est vrai que c'est la première fois qu'ils ont présenté uniquement 5 candidats pour la présidentielle. C'est Evo Morales contre les autres 4. Je viens de dire que ça a été une des plus fortes de leader de l'opposition, c'est Doria Medina, c'est la personne la plus riche de Bolivie. Et on a gagné une autre fois avec 61% de toute la votation. C'était autre chose extraordinaire, parce que c'est après 9 années de gouvernement, c'est pas facile, parce que le gouvernement, c'est un défi, un challenge pour faire la politique sociale, la politique économique, la politique extérieure. Ça a été difficile, pas facile dans les dernières 9 années, mais on a gagné une autre fois avec 61% de tous les supports. Très bien. Alors justement, vous venez de l'évoquer, il y a eu le mandat précédent a été marqué par plusieurs difficultés. On en a parlé sur notre site internet. Il y a eu notamment Reporters sans frontières en 2012 qui a cherché des poux au président Evo Morales. Il y a également Edward Snowden, l'affaire Edward Snowden, puisque l'avion présidentiel a été interdit de survol de l'espace aérien italien, français et espagnol en 2013, très probablement à la demande du gouvernement américain qui cherchait Edward Snowden. Donc il y a eu une protestation diplomatique de la part de la quasi-totalité des présidents sud-américains, je crois. Et puis plus récemment, donc, il y a eu le droit du travail qui a évolué en Bolivie. Donc c'est quelque chose qu'il ne faut pas regarder avec des yeux d'occidentaux. Il faut comprendre la situation bolivienne pour comprendre la décision du président. L'âge légal a été abaissé de 14 ans à 10 ans. Alors est-ce que vous pourriez nous expliquer brièvement pour quelles raisons? Oui, vous avez nominé 3 sujets de toutes les sujets polémiques du processus bolivien. Mais les 3, ils sont très faciles. Le problème avec Reporters sans frontières, je pense qu'on a besoin dans tout le monde, même dans le continent européen, même dans l'Amérique du Sud et dans toute l'Amérique. On a besoin d'un débat très ouvert sur les médias. Parce que dans les derniers temps, les médias, la première chose, c'est qu'ils sont achetés pour les grands pouvoirs, pour l'argent, pour les gens les plus riches du monde. Donc, ce n'est pas un média indépendant.
il presque n'existe pas. Vous, félicitations, mais même ici en France, on peut voir toutes les liaisons. Oui, la plupart des médias en France, des gros médias appartiennent à Bolloré, Bouygues, Dassault et Lagardère. Vous le dites. En Bolivie, c'est plus ou moins le même cas. Donc, c'est triste, mais l'association des reporters, il va défendre les reporters, mais derrière, ils ont tout le grand pouvoir. Les intérêts. Les grands intérêts particuliers de les gens qui profitent de la pauvreté de tous les gens, de l'autre gens. Ils profitent même si on est en crise économique. Les capitaux financiers, ils continuent à gagner, les grands patrons. Ça, c'est l'histoire, vous les connaissez bien. Donc, c'est pour ça qu'on a ce petit épisode. Bon, bien sûr aussi avec les États-Unis, parce que en Bolivie, dans toute l'Amérique latine, c'est très difficile d'avoir un gouvernement souverain avec toute cette histoire coloniale, néocoloniale des États-Unis. C'est difficile de comprendre les nouveaux moments en Amérique latine. C'est pour ça qu'on a été obligé d'expulser l'ambassadeur américain de la Bolivie. Dans tout le processus, le moment plus fort de toute la contradiction, la confrontation interne en Bolivie, les Andes business, on a expulsé l'ambassadeur des États-Unis. Je pense que c'est dans l'histoire des États-Unis, c'est je pense la 11e fois que quelques pays a expulsé. Et c'est la première fois dans le pays d'Amérique du Sud. Parce que même si nous sommes très petits, nous sommes souverains. Et on a toute cette fierté de notre processus, de notre culture. C'est une fierté qu'on a vue également dans le second épisode que je racontais. Donc, lorsque c'était en Autriche, je crois, l'avion présidentiel a dû se poser. Oui. Et Evo Morales a refusé qu'on fouille son avion. Ah, absolument. C'est une question de fierté. C'est bien sûr de respect des règles diplomatiques, mais aussi de fierté. Même si nous sommes petits, notre économie, c'est possible que c'est petit, mais nous sommes souverains, nous sommes dignes. Donc, l'ambassadeur américain, il a commis cette. Elle s'est trompée d'essayer de faire la politique interne en Bolivie, bon, parce que ça c'est la tradition. Même les ministres du gouvernement, le ministre de la Défense dans les anciens gouvernements en Bolivie, ils demandent l'appui l'avis de l'ambassade américaine pour prendre la poste. Ça c'est dans l'histoire. Mais avec le gouvernement de Evo Morales, pas du tout. Donc, on a essayé de dire, attends, ambassadeur, ce n'est pas votre rôle de faire la politique interne en Bolivie, ce n'est pas le rôle de l'ingérence, ce n'est pas... C'est difficile d'attendre, donc on a dit ok. Ciao. Ciao. Et donc, alors, il y a eu des émeutes, des manifestations d'enfants il y a un an. Oui. Donc ça, c'était par rapport... Ils réclamaient en fait l'abaissement de l'âge légal du travail. Ça, c'est les enfants eux-mêmes qui réclamaient. C'est quelque chose qu'on a du mal à comprendre de France avec nos yeux d'occidentaux. Et donc, il y a eu comment dire, la police qui a réprimé avec des gaz lacrymogènes, comme la plupart du temps dans les manifestations. Et Evo Morales qui a été ému de cela et qui a reçu une délégation d'enfants pour comprendre leurs revendications. Est-ce que vous pourriez nous raconter donc un petit peu les suites de cette histoire? Bien sûr, parce qu'il y a deux choses. La première, c'est que dans toute notre société occidentale très moderne, c'est très normal d'avoir un double standard sur toutes les choses. Il existe le devoir être et la réalité. Donc, dans plusieurs sociétés, il existe la loi pour le travail des enfants après les 14 ans. Mais dans la réalité, à ce moment, ici, en Europe, les enfants, ils travaillent. Il y a plusieurs enfants dans la pauvreté. Et c'est dans les pays voisins
c'est horrible, mais il existe aussi tout ce trafic sexuel des enfants. Il existe. On ne parle pas sur ce sujet, mais il existe. En Bolivie, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit que les masses, c'est une coalition de mouvements sociaux, plutôt. Parce qu'en Bolivie, nous sommes très, très, très organisés. Pas très organisés dans le sens de comme on va arranger les choses publiques, mais très organisés dans notre quotidien. L'essence communautaire est très forte dans la culture bolivienne. Donc chacun, on va participer dans quelques syndicats, dans quelques associations, dans quelques clubs de foot, plusieurs choses, mais on va participer. Donc, même les jeunes de la rue, ils sont organisés dans un syndicat. Les enfants qui travaillent dans la rue, ils sont organisés aussi dans son propre syndicat. 10 années, 12 années, ils sont organisés, ils demandent, ils comprennent la politique, ils comprennent cette différence entre les droits à avoir, les droits citoyens de la citoyenneté, et n'ont rien pour se défendre. Donc, on a fait une étude très sérieuse sur le travail des enfants. Et c'est pour ça que dans l'Assemblée, dans le législative, ils ont travaillé avec les associations de petits enfants, d'enfants qui travaillent. Ils ont fait cette loi pour baisser l'âge de travail. Dans le début, le président Morales a dit non, c'est pas possible. Parce qu'il existe la loi internationale, il existe toute cette convention de la OIT et tout ça. Mais ils sont les organisations des petits humains qui disent non, on a besoin de loi pour nous. Parce que si ils travaillent et il n'existe pas la loi, le cadre légal, ça c'est l'exploitation, la pire exploitation. Donc on a fait le règlement. Ok, si quelques petits vont travailler, c'est obligé d'aller à l'école aussi. C'est obligé d'avoir à moins les salaires minimum. Parce qu'en Bolivie, ça c'est un autre résultat du gouvernement Evo Morales, on a grandi 5 fois les salaires minimum. 5 fois? Oui. C'est énorme. Oui, dans cette dernière année. On a passé l'élection de puberté 20%. On a commencé toute cette politique de redistribution de la richesse. Et il existe la redistribution directe avec les bonus. On a la retraite universelle pour tous les jeunes âgés, plus de 55 années pour les femmes, 60 années pour les hommes. C'est un petit retraite, mais c'est une retraite universelle. Plusieurs choses comme ça. On a aussi les bonus pour les enfants qui vont aller à l'école. Mais aussi, c'est cette loi de reconnaître le travail des enfants, mais aussi de les donner un cadre légal. Si je peux me permettre, c'est vrai que c'est pas parce qu'on dit que les enfants ne peuvent travailler qu'à partir de 16 ans que dans les faits, ils vont pas travailler. Donc s'il y a un principe de réalité qui fait que les enfants travaillent, et c'est peut-être préférable effectivement d'accompagner cela par un cadre légal pour justement qu'il n'y ait pas d'abus. Et je crois qu'il me semble qu'il y a une liste de métiers qui sont quand même tout de même interdits aux enfants, notamment le travail dans les mines. Oui. Aussi, ça c'est la réglementation. On va faire la réglementation pour pas travailler. Parce que aussi dans toutes les régions rurales en Bolivie, tous les paysans, je pense aussi que la conception du travail c'est différent. Oui. Dans la communauté, le travail ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas un castigo, comment est-ce que c'est un castigo, un punissement. Ce n'est pas un punissement. C'est pas imposé. C'est pas imposé. C'est la responsabilité.
Et dans la culture indienne, nous sommes nés avec la responsabilité. Ce n'est pas comme dans l'Occident qu'on on va essayer d'être adulte pour devenir responsable. Dans la jeunesse, on dit « Ah oui, c'est possible d'être irresponsable parce qu'après, vous allez devenir un adulte, une personne responsable. » Dans la communauté, ce n'est pas vrai. Même le petit, 4-5 années, il a la responsabilité. Ce n'est pas le travail dur, ce n'est pas le travail physique, mais il existe la responsabilité, cette conception de responsabilité. Parce que comme ça, on va grandir responsable. C'est d'ailleurs ce que disait le président Evo Morales. Il disait que ça l'a aidé en fait à développer une conscience sociale, une conscience, je ne crois pas que c'était syndical, mais je crois qu'il parlait de conscience sociale, que travailler très tôt, et lui-même avait travaillé étant jeune, je crois. Et donc, c'est son expérience. Oui. Parce qu'elle a été petit et il a été responsable des moutons de son famille. Il a appris à jouer le football dans les animaux. En même temps qu'il va jouer, il travaille. Il comprend cette notion, cette idée de responsabilité. C'est vrai qu'on relativise tout de suite quand on sait que le président lui-même a travaillé étant enfant. On comprend d'autant mieux qu'il a souhaité effectivement protéger par cette loi plutôt que... Et maintenant, il travaille de 5 heures de la matin jusqu'à 12 heures de la nuit. Et c'est tous les jours comme ça, tous les jours. Même les samedis et les dimanches. Donc, c'est possible que c'est bon de prendre la responsabilité très tôt. Alors, la Bolivie a fait face également à une opposition interne, puisque en 2008, la région de Santa Cruz a souhaité faire sécession, en tout cas, effectivement, se séparer. C'était une région relativement riche en hydrocarbures et qui possédait, on va dire, une forte population descendant d'Européens, on peut le dire. Et puis, ça n'a pas été la seule région à vouloir faire sécession. Et je crois que depuis, ça s'est un petit peu calmé. Est-ce que vous pourriez nous parler de cette opposition interne ? Oui, je pense que, bien sûr, que tout changement social, si on va changer vraiment, on va affecter quelques situations, quelques privilèges, quelques intérêts des personnes plus riches qui sont contentes avec cette société inéquale. Et donc, dans les moments plus difficiles, je pense que c'est les années 2007, 2008, 2009. Juste après, ça a été très très fort, la résistance contre le processus de changement. Et à ce moment, ils ont parlé de la division de la Bolivie, avec les appuis de tous les autres intérêts. Mais je pense que dans le cas de la Bolivie, il y a une particularité que c'est très différent dans la région, dans les autres processus progressistes aussi de la région. Parce que le président Morales a pu transformer cette majorité électorale en hégémonie politique. C'est-à-dire qu'on a pu former un nouveau bloc historique dans les termes gramsciens, un nouveau bloc hégémonique, avec tous les mouvements sociaux, paysans, indigènes, les travailleurs, les femmes. Mais parce qu'à ce moment, on a la hégémonie politique. Et c'est pour ça que dans la dernière élection, le président Morales a gagné plus de 50% dans la région de Santa Cruz. Dans la région, oui. Donc, on a 9 départements dans toute la Bolivie, la division politique, mais on a gagné dans 8 de ces 9 départements. Donc, c'est un autre moment. Parce qu'effectivement, donc, la plupart des grèves, parce qu'il y a eu aussi également des gros mouvements de grève au départ, plus ou moins lancés par certaines parties du patronat. Et donc tout ça, c'est entre guillemets de l'histoire ancienne, c'est aujourd'hui plus vraiment d'actualité alors. On a les nouvelles contradictions.
On a le nouveau conflit. Parce que je pense que la révolution, c'est un processus. Et c'est comme la vie aussi. C'est-à-dire la contradiction fasse partie de la vie. C'est normal. C'est uniquement en Occident qu'on va essayer d'effacer la contradiction. Cette idée de la thèse, antithèse, synthèse, c'est pour effacer la différence. Thèse, antithèse, synthèse. La diversité, oui. Ou non, on va continuer avec la diversité. Donc on va continuer avec la contradiction. Mais aussi, on va respecter cette différence. C'est pour ça qu'on apprend un nouveau drapeau aussi en Bolivie. Dans la nouvelle constitution de l'État plurinational, c'est la Huipala, ce drapeau, que c'est un code à la fin. Ce n'est pas uniquement un drapeau, parce que c'est un code pour dire chacun avec son couleur et chacun avec la même taille. Chacun. Donc, ça c'est l'idée de l'État plurinational. On va respecter, on va maintenir et on va reproduire la diversité. Alors, cette interview touche à sa fin. Alors en France, j'ai quand même une dernière question. En France, on vit un moment peut-être historique, puisque c'est vrai qu'on sent une sorte de climat un petit peu insurrectionnel. Il y a beaucoup de mouvements citoyens qui agissent dans plein de sens. Il y a beaucoup de problèmes en France, une classe politique et médiatique qui ne représente plus beaucoup les citoyens. En tout cas, beaucoup de citoyens ont ce sentiment-là aujourd'hui en France. Et c'est vrai que des pays comme le vôtre nous donnent de l'espoir, parce qu'on voit qu'un changement, non pas radical, mais un changement d'ampleur, un changement très important est possible, et dans la durée. Donc ma question c'est, par rapport à l'ALBA, qui était quand même une forme de collaboration entre la Bolivie et d'autres pays d'Amérique du Sud, notamment Cuba et notamment le Venezuela. On en entendait beaucoup parler il y a quelques années, on entend un petit peu moins parler depuis quelques temps. Est-ce que vous pourriez nous dire où est-ce que ça en est? C'est très intéressant parce que après l'élection, la dernière élection, le président Morales a dédié cette triomphe à Hugo Chavez et aussi à Chavez et Castro, et à Fidel Castro. Donc, c'est-à-dire que nous comprenons que notre processus il est aussi lié avec la chance de tout le processus de l'Amérique latine. C'est pour ça que nous sommes très engagés avec tous les autres gouvernements. Et les ALBA aussi, au plus tôt. 7 décembre, je pense qu'on a la célébration des 10 ans de la constitution de création de l'ALBA. On va bien participer parce que je pense que ça a été la signe pour tout un nouveau processus d'intégration que c'est pour la première fois dans toute la région. C'est un processus d'intégration magnifique, c'est quelque chose de particulier aussi dans les temps présents parce que il existe la volonté politique de toutes les présidentes, la plupart des présidentes de la région, mais aussi la nécessité de voir notre propre identité. On a commencé avec les ALBA, Mercosur existe déjà, mais Mercosur même a changé son idée, son regard. Venezuela, la Bolivie, nous sommes rentrés dans le Mercosur, mais on a aussi UNASUR, on a fait UNASUR dans tous les pays de l'Amérique du Sud. Et la dernière chose, c'est qu'on a construit, on est en train de construire les CELAC. C'est la première fois dans l'histoire qu'on a quelques organisations de tous les pays de l'Amérique et le Caraïbes, mais sans les États-Unis ni Canada. C'est un acte souverain. C'est très très important pour nous. Et on va continuer à travailler pour l'intégration de la région. Et c'est clair que le futur de la révolution bolivienne est lié à le futur de tous les changements en Amérique du Sud. Oui, c'est sûr que c'est mieux de ne pas être tout seul dans le changement. Pourquoi je parlais spécifiquement de l'ALBA par rapport à un Mercosur ou
UNASUR ou d'autres... c'est que c'est vraiment axé sur la coopération, beaucoup plus que plein d'autres accords internationaux qui sont des fois plus liés au commerce. L'Alliance bolivarienne mettait l'accent sur la coopération et notamment il y a eu des coopérations médicales. Est-ce que vous pourriez en parler juste vraiment quelques petits mots pour que les gens comprennent ce que c'est que la coopération internationale? Oui, c'est pas pour la coopération, c'est plutôt une décision politique, c'est une intégration politique. C'est l'intégration du peuple. C'est pas les marchés qui va régir, c'est pas l'économie, c'est le peuple, c'est la politique qui va, c'est les axes de toute l'intégration. Bien sûr qu'il existe la coopération aussi, et la coopération médicale avec Cuba, parce que dans toute son expérience, Cuba, ça a été une expérience, une histoire fantastique pour nous. C'est un expert dans tout ce qui est dans plein de domaines médicaux. En domaines médicaux, oui, bien sûr, il a l'expertise. C'est bizarre, mais quand on trouve le problème de l'Ebola en Afrique, les États-Unis disent qu'ils vont envoyer 60 soldats pour aider les pays-là. Mais Cuba dit, ok, on va envoyer 2000 médecins. Donc, c'est la logique, c'est un peu différent. Donc, en Bolivie, on partage cette idée et il existe la coopération médicale avec Cuba et on a beaucoup de succès avec l'opération de les yeux. Oui, ça s'appelle Opération Milagro. Et centaines de mille de personnes qui sont déjà opérées. C'est très facile, mais l'expertise, il a le médecin cubain. Donc ça, c'est une réalisation concrète. Vous avez dit 50 000 personnes qui ont déjà été opérées? Oui. D'accord. Oui. Et donc ça, c'était une maladie qui était peu soignée, voire pas du tout soignée avant la coopération avec Cuba. Très peu soignée. Non, il existe, c'est facile, je ne sais pas comment ça s'appelle, cataratas. Les cataractes, oui, dans les c'est très commun. Je pense que aussi c'est dans les hauts plateaux qu'il existe plus de cataractes. Mais avec les Cubains, il a la technique plus facile, plus simple. Et ça vient pour nous. Oui. Très bien. Et bien sûr, ces notes positives, monsieur l'ambassadeur, je vous remercie beaucoup pour cet entretien. Non, merci à vous, merci pour la visite et nous sommes à votre service pour partager l'expérience bolivienne. À très bientôt, merci. À très bientôt. Thank you.